Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc maintenant, je vais poster une vidéo pour répondre aux commentaires qui a été posté sur le blog sur la question était pourquoi en gros est-ce que Rafa est si fort sur terre battue et pourquoi est-ce qu'il a autant dominé cette surface depuis le début de sa carrière, depuis ses débuts très remarqués avec son titre à Roland-Garros pour sa première participation. Évidemment, c'est un sujet extrêmement large. Et on pourra en parler pendant des heures. Je me rappelle de l'équipe 21 qui avait fait un reportage qui s'appelait Nadal dans les pas d'un géant ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus du titre exact. Donc évidemment c'est un sujet qui est très très large et je vais condenser parce que sinon la vidéo pourrait durer 48 heures. Donc je vais essayer de faire un résumé d'une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes maximum. Je dépasserai pas parce que je sais qu'après c'est trop long et qu'on a tendance à perdre le fil. Donc il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons pour ça. Aujourd'hui, Rafa est le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, de par son palmarès, et ça s'explique par son jeu. Rafa, c'est un Espagnol qui a grandi sur terre battue et qui a un jeu qui est absolument parfaitement adapté. Tout dans son jeu est totalement adapté pour jouer sur terre battue. Et ça, c'est d'un aspect tennistique. Physiquement, évidemment, son physique est un physique d'endurance. Rafa, c'est pas un joueur qui est d'une vivacité incroyable. C'est pas Novak, par exemple, a des qualités athlétiques hors normes, mais dans un registre totalement différent, beaucoup plus félin, beaucoup moins puissant. Rafa, il va être tout en endurance, tout en puissance. Il a un physique si on compare avec un autre sport, Rafa il a un physique d'ailier de football américain. C'est-à-dire que c'est un joueur rapide, mais rapide en puissance, pas rapide en vivacité comme peut l'être un David Goffin. Donc évidemment, ces qualités athlétiques, elles s'adaptent parfaitement à la terre battue, pour une raison très simple, c'est que c'est la terre battue, c'est la surface qui absorbe le plus la vitesse de la balle. Ce qui veut dire que vous êtes tout le temps dans une recherche d'accélération de balle. Aujourd'hui, il n'y a aucun contreur, aucun joueur en cadence qui est capable de gagner Roland-Garros 3, 4, 5 fois. Novak l'a gagné une fois, alors qu'il est ultra dominant sur toutes les autres surfaces, mais sur terre battue, son jeu ne s'adapte pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut constamment réaccélérer les balles, et pour ça, il faut être des joueurs puissants. Si vous regardez les plus grands joueurs de l'histoire sur terre battue, ça va être des Björn Borg, très puissants pour l'époque, des Carlos Moya, extrêmement puissants, Gaston Gaudio, et la seule exception, ça va être Guillermo Coria, mais qui n'a pas duré longtemps. Et Guillermo Coria, lui, c'était son endurance et sa qualité de déplacement absolument hors norme qui faisait la différence. Donc évidemment, l'aspect physique joue un rôle énorme. La terre battue, c'est la surface sur laquelle, en moyenne, les matchs sont les plus longs. C'est la surface sur laquelle vous avez les échanges qui durent le plus longtemps avec le plus de coups de raquette. Et c'est la surface qui vous demande le plus d'efforts athlétiques pour générer des points gagnants. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect physique. Après, Rafa, il a construit sa carrière sur quoi? Sur terre battue, clairement, il a construit ses titres et ses victoires sur un jeu défensif et un jeu de contre. Donc automatiquement, pour ça, il fallait être le plus fort physiquement. De 2005, l'année où il gagne Roland-Garros, jusqu'à 2013, ouais, Rafa était, de manière incontestable, blessure mise à part, le joueur le plus fort du circuit, mais de manière extrêmement flagrante. En 2005, il était physiquement, il perdait jamais un match sur le physique. S'il perdait un match, c'était parce que son adversaire le dominait tennistiquement, mais jamais au physique. Et jusqu'en 2013, ça a été pareil. Rappelez-vous de la finale de 2013, qui se joue sur 35 degrés, alors qu'il avait fait froid pendant toute la semaine avant. Où les deux joueurs, et notamment Djoko, prend un gros coup de chaud. C'était un match extrêmement physique. Et Rafa a gagné le match quasiment par KO malgré avoir des crampes en fin de quatrième set. Rappelez-vous de ce match absolument dingue, toujours contre Novak, conclu par un 9-7 au cinquième, en quasiment 5 heures de jeu. Là aussi, c'est un match que Rafa est allé chercher sur le plan physique, parce que alors qu'il était mené d'un break dans le cinquième set, Novak a complètement
craqué, et il a craqué pour moi sur le plan athlétique et non pas sur le plan mental, comme j'ai pu le lire et l'entendre notamment de la bouche d'Arnaud Butch. Voilà. Après, donc ça c'est l'aspect physique. Maintenant, prenez son jeu. Quels sont les 2 points faibles sur le début de carrière de Rafa dans son jeu? Il en a 2 qui sont criants, 3 même. On va dire 2 qui sont vraiment des points faibles et un qui a un coup neutre. Il a 2 points faibles, c'est un, sa volée. En début de carrière, Rafa est un piètre volleyeur. Et 2, c'est son service, parce que Rafa ne sait pas servir fort. Or, 1, la volée sur terre battue, on s'en fout, clairement. Il n'y a jamais un serveur volleyeur qui a gagné à Roland-Garros. Le seul joueur qui a gagné en ayant un jeu offensif, c'est Roger Federer, mais c'est pas un serveur volleyeur. Il n'a pas gagné Roland-Garros en faisant service volé. Et en plus, il a gagné Roland-Garros en profitant d'une blessure de Rafa. Et après, il est allé au bout et son titre, il l'a pas usurpé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'a pas battu Rafa. Donc ça, c'est le premier point faible. Et 2, il a un point faible sur dur, sur surface, sur dur, sur indoor et sur gazon, qui est son service. Or, son service sur terre battue n'est plus du tout, mais alors plus du tout un point faible. Pour une raison très simple, c'est que sur terre battue, Rafa lift énormément, met un énorme kick, et la terre battue est la surface qui prend le plus les effets. Donc un service à 185 km/h, avec énormément de kick, sur dur, sur gazon, c'est un mauvais service. Vous prenez un retour qui vous agresse, et qui vous met directement dans une position de défense, mais un service à 185 km/h, exactement le même, mais sur terre battue, c'est un service qui est pas neutre du tout. C'est un service qui est de qualité et qui vous permet d'engager l'échange, non pas forcément avec un avantage, mais au moins vous l'engagez à armes égales. Et on sait que du fond du cours, Rafa, c'est le joueur qui tient le mieux. Et le troisième point faible, qui n'est pas vraiment un point faible, qui est même d'ailleurs le point fort de Rafa depuis un an, et qui à l'époque était un coup neutre, c'était son revers. Parce que c'est un coup qui lui apportait peu de coups gagnants. Sauf que sur terre battue, vu que vous avez beaucoup plus de temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Rafa tourne constamment autour de son revers. Donc son revers n'est pas du tout un point faible dans le sens où il en frappe très peu et qu'au contraire, son coup fort, c'est d'aller décaler son revers pour aller chercher son coup droit décroisé pour trouver une diagonale et notamment aller chercher le court croisé pour s'ouvrir le court. Donc c'est les trois points qui font que Rafa n'a pas gagné de Grand Chelem hors Roland-Garros avant 2008. Et après, quelles sont les qualités de Rafa, les qualités tennistiques sur son début de carrière? Ces qualités tennistiques, c'est évidemment ce lift absolument monstrueux, absolument incroyable, que personne n'avait jamais eu avant lui, et qui fait constamment reculer ses adversaires. À l'époque, Rafa, son principal adversaire sur terre battue, il en a 2. Il a évidemment Roger, et il a Gaston Gaudio. Gaston Gaudio qui est vraiment un joueur que s'il n'avait pas été rattrapé par des affaires de dopage, etc., aurait été un vrai concurrent de Nadal et on aurait pu avoir une super rivalité. Et on a eu Coria, mais qui a explosé et qu'on n'a plus revu non plus. Ces joueurs-là, il les bat. Roger, il le bat grâce à son lift. Il joue dans la diagonale, Rafa est gaucher, il va chercher constamment le revers de Federer avec énormément de lift. Federer finit par jouer court et Rafa rentre dans le terrain et l'attaque. Première chose. Contre Coria, là c'est plus compliqué que ça parce que Coria a un revers à 2 mains et c'est un très très bon revers. Donc là, contre Coria, ça va être plutôt des matchs extrêmement tactiques et extrêmement physiques. Contre Gaudio, c'est un peu pareil. Là où il le bat, c'est vraiment dans le domaine athlétique où Gaudio était un petit peu en surpoids, il avait 4-5 kg trop de facile, peut-être même un peu plus, et il les bat dans le domaine physique. Donc vous avez ce lift qui est absolument incroyable, qui fait reculer tous les joueurs. Même sur terre battue, même Novak, qui est le joueur qui recule le moins au monde, il finit par reculer contre Rafa. Si vous regardez les vidéos, vous trouverez toujours des séquences où Rafa arrive à enfoncer Djoko, même côté revers. Et à chaque fois qu'il réussit à faire reculer son adversaire derrière, il est capable justement de rentrer dans le terrain et de finir avec son coup droit. Donc vous avez ça. Derrière Rafa, c'est quoi? C'est le meilleur défenseur, le meilleur passeur de tous les temps. Et sur terre battue, vu qu'il joue loin de sa ligne de fond, de manière volontaire, il attire les gens au filet. Et on le voit sur les premières années, Federer prend un nombre de passings gagnants qui est absolument qui est fou. Et donc Rafa se retrouve avec sa qualité de passing qui lui rapporte énormément de coups gagnants et ce coup droit qui est absolument énorme et qui lui permet de faire des différences. Maintenant, le tennis, évidemment, c'est un sport d'opposition. Donc on ne peut pas parler de Rafa sans parler des autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont pas que Rafa a? 1, ils n'ont pas l'endurance physique pour aller le battre en 5-7. Et 2, ils ont
absolument pas de réponse à ce lift. Il n'y a aucun joueur avant Novak Djokovic, qui arrive à prendre la balle sommet du rebond sur terre battue contre Nadal. Et Djokovic, il y arrive au moment où Rafa régresse, clairement. Parce qu'au moment où Rafa est encore à son top, c'est-à-dire 2013, Djoko n'arrive pas à battre Rafa. En tout cas, pas sur terre battue. Donc dans cette opposition, les joueurs ne trouvent pas de réponse tactique à cette problématique que pose Rafa. Et il y a un joueur qui l'illustre parfaitement dans un match absolument dingue en 2007 ou 2006. 2007, c'est Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu fait partie de ces joueurs qui, à ce moment-là, est à l'apogée de sa carrière, qui est soutenu par le public, et qui fait partie de ces rares joueurs qui, côté revers, peuvent se permettre de ne pas reculer. Et justement de prendre la balle tôt, notamment côté revers. Et il y a ce match absolument incroyable que Rafa gagne en 4-7, et ce match, il illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que Paul-Henri Mathieu, le match dure 4 heures. Paul-Henri Mathieu, il a réussi, parce que ça demande un investissement physique incroyable, une qualité d'appui, une qualité de placement absolument dingue, de venir coller la balle avec un lift qui tourne à 5000 tours par minute. Et il a réussi à faire ça sur les 4 heures pendant 2 heures. Et au-delà, personne, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez un mec qui vous fait tourner la balle à 5000 tours par minute, il est capable de vous le faire pendant 5 heures. Et à ce moment-là, jusqu'à 2011, 2012, même 2013, il n'y a aucun joueur au monde qui est capable pendant 5 heures de coller sa ligne et de venir prendre la balle tôt. Donc tactiquement, il n'y a aucun joueur qui a la réponse à ça. Il y a Federer qui essaie de venir prendre la balle très tôt et qui essaie de venir au filet, mais il se fait passer, il se fait trouer constamment. Il n'a jamais battu Rafa à Roland-Garros, et même le très mauvais Rafa de 2011, parce que Rafa en 2011 il gagne Roland-Garros en jouant mal du début à la fin, et ben même ce Nadal-là, ça finit par une victoire en 4-7 avec un 6-1 dans le 4e set. Ou avec un Federer qui explose, et le pire c'est que Federer à ce moment-là jouait extrêmement bien, parce qu'il avait battu Novak Djokovic dans ce qui est peut-être l'un des plus beaux matchs de l'histoire du tournoi. Donc voilà, donc après vous avez un sport d'opposition où Rafa a cet avantage-là, et en plus il est gaucher. C'est-à-dire que, en plus, ça lui permet d'aller chercher dans la diagonale les revers de ses adversaires. Donc ça lui permet constamment d'aller pilonner sur le revers de ses adversaires pour les attaquer côté coup droit. N'importe quel entraîneur de tennis vous dira toujours pareil. Tu t'ouvres, tu enfonces ton adversaire côté revers, dès que tu as la balle courte, tu rentres et tu l'attaques sur son point fort, et tu l'attaques côté coup droit, ou tu retournes dans le contre-pied. Mais toujours tu t'orientes ton jeu sur le revers de ton adversaire, parce que c'est là que tu obtiendras le plus de balles courtes, parce que c'est le geste qui est le moins naturel, de manière tout simple. Et ensuite, vous avez évidemment l'aspect mental. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un tournoi qui s'appelle Roland-Garros, qu'au début du tournoi, vous avez 17 ans, parce que Rafa avait 17 ans au début du tournoi, il a fêté ses 18 ans pendant Roland-Garros 2005. Oui, c'est ça, 2005. Non, il avait 18 ans, pardon. Et quand vous fêtez vos 19 ans pendant le tournoi, quand vous arrivez sur un tournoi du Grand Chelem, que vous n'avez jamais joué en junior, parce que Rafa n'avait jamais joué le tournoi en junior, et que dès la première année, vous gagnez le tournoi en battant Gaudio qui était dopé en finale, et Federer qui était numéro 1 en demi, automatiquement vous avez un ascendant psychologique qui devient absolument monstrueux sur les autres. Et derrière, Rafa gagne la deuxième année, la troisième, la quatrième. Et derrière, tout le monde a peur de Rafa. Donc vous avez cet aspect mental qui joue un rôle, à mon avis, prépondérant, dans le sens où, tout simplement, les joueurs viennent sur le court à Roland-Garros pour ne pas prendre une branlée. C'est-à-dire qu'ils viennent pas, ils pensent pas ne pouvoir gagner Rafa, ils pensent pas pouvoir gagner le match, ils espèrent juste ne pas prendre 6-1, 6-1, 6-1 ou prendre des 6-0 comme ça a été le cas pour Federer en finale. Donc quand vous avez des joueurs qui rentrent sur le court, non pas pour vous battre, mais juste pour espérer marquer des jeux dans tous les sets, automatiquement vous avez un avantage psychologique qui est absolument énorme. Et après, vous avez l'aspect tueur de Rafa, qui entre en compte. Rafa, c'est un joueur qui sur le court est d'une agressivité absolument dingue. C'est un boxeur. C'est-à-dire que c'est pas le genre de joueur qui va mener 4 à un double break et qui va se relâcher. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur qui va mener 4 à un double break et qui va continuer d'accélérer. Donc automatiquement, vous avez
un mec qui se transforme en rouleau compresseur et des joueurs qui rentrent sur le court et qui ont peur. Nadal, il a gagné des matchs sur on va dire, sur les 9 titres qu'il gagne, il en a peut-être gagné 5 où il avait gagné tous ses matchs avant de rentrer sur le court. C'est-à-dire que les mecs, dans le vestiaire, ils avaient déjà perdu. Parce que vous avez un gars qui a 20 ans, qui a 21 ans, qui physiquement est absolument monstrueux, qui a des qualités athlétiques complètement dingues, qui vous fait des bamos dans tous les sens, et qui dans le vestiaire, pendant que vous êtes là avec vos écouteurs et que vous avez peur de prendre une branlée, bah lui il saute de partout, il fait des bonds, on dirait le marsupilami, et le gars il vous a battu alors que vous n'avez pas encore tapé la balle. Et aujourd'hui, vous avez un joueur qui est devenu le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue, et qui va peut-être, qui en tout cas va essayer d'aller chercher un 10e titre de Grand Chelem à Roland-Garros l'année prochaine et peut-être l'année d'après, et s'il n'y arrive pas, à 9 tournois du Grand Chelem, ça restera extraordinaire. Donc pour toutes ces raisons, Rafa, c'est un joueur qui a beaucoup gagné. Et vous avez une autre chose qui est très importante, c'est les conditions dans lesquelles se jouent les tournois. Vous avez les trois tournois que Rafa a le plus gagné, qui sont Monte Carlo, Barcelone et Roland, qu'il a gagné 9 fois les 3, qui se jouent dans des conditions absolument parfaites pour lui. Monte Carlo, parce que c'est le tournoi qui est au niveau de la mer, et qui donne des conditions absolument parfaites, puisque la balle rebondit extrêmement haut. Barcelone, c'est des conditions quasiment similaires, et Roland Garros, pour une raison très simple, c'est parce que c'est le plus grand court du monde. Non pas par la dimension du court, parce qu'elles sont les mêmes évidemment sur tous les tournois, mais vous avez un recul qui est énorme. C'est-à-dire que vous avez un recul entre votre ligne de fond et les juges qui sont au fond, les juges de ligne, vous avez 4 mètres, voire 5 mètres. Ce qui permet à Rafa de se mettre 4 mètres derrière sa ligne et d'avoir encore 1 mètre derrière lui s'il a envie de reculer plus. Et Paul-Henri Mathieu expliquait, dans ce magnifique reportage Rafa dans les pas d'un Jean, les secrets d'un Jean, je crois que c'est d'ailleurs, qui expliquait que sur ce cours-là, vous avez l'impression, Paul-Henri Mathieu dit, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas frapper un point gagnant contre ce mec. Parce qu'il est partout et parce qu'il peut se mettre 4 mètres derrière sa ligne. Et que vu que personne, aujourd'hui, est capable de faire une amortie de qualité, et ben les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de taper plus fort et ils se font contrer. Et donc vous avez toutes ces conditions-là qui se sont réunies et qui font qu'aujourd'hui, Rafa est tout simplement le plus grand joueur de terre battue de tous les temps et que personne, avant un sacré moment, battra ses records. Donc voilà. Après, évidemment, j'aurais pu rentrer plus dans le détail sur le plan tactique, mais je vois qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Je rentrerai peut-être plus dans le détail si vous me le demandez, mais bon, faire une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça me paraît un peu long. Surtout sur le même sujet. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions que vous voulez que j'aborde en vidéo, évidemment vous me faites signe, et si j'estime avoir un avis de qualité sur le sujet, ou si j'estime que je peux au moins le bosser et donner un avis un minimum pertinent, je le ferai avec plaisir. Donc bonne journée, bonne soirée à tous et à très vite sur le blog.